Il pensait que sa vie était finie, jusqu'à ce qu'il reconnaisse la femme derrière la robe de juge. Ce jour-là, dans ce tribunal, le passé allait frapper plus fort que la sentence. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. David Morel, 38 ans, marchait sous la pluie battante de Lyon, le regard vide, les mains enfoncées dans les poches d'une veste trop fine. Autrefois, il brillait à la fac de droit, promis à une grande carrière. Aujourd'hui, il dormait dehors, invisible aux yeux du monde. Tout s'était effondré après le drame. La mort brutale de ses parents, son frère tombé dans la drogue, les dettes, les trahisons, et la rue comme une punition silencieuse. Chaque jour, David survivait. Il connaissait les abris discrets, les regards qu'on évite, le froid qui s'infiltre jusque dans les os. Mais il avait gardé une étrange habitude. Il lisait les articles de justice, comme un rappel de ce qu'il avait failli devenir. Ce matin-là, il avait froid, trop froid. Dans une ruelle, une porte entr'ouverte, un manteau suspendu. Il hésite, entre. L'alarme retentit, le piège se referme. Menotté, silencieux, il écoute les policiers parler. Audience rapide demain, c'est la juge Garnier qui préside. Garnier. Élise Garnier. Son cœur s'arrête. Ce nom, il ne l'avait pas entendu depuis 20 ans. C'était elle, son ancienne camarade de classe. Si vous croyez aux secondes chances, abonnez-vous à la capsule temporelle. Cette nuit-là, David ne dormit pas. Pas à cause du matelas en béton froid ou des sirènes qui hurlaient au loin. Non. Ce qui le tenait éveillé, c'était ce nom, Élise Garnier. Il le répétait en boucle dans sa tête, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Ce nom, il ne l'avait pas entendu depuis 20 ans. Et pourtant, il résonnait encore en lui comme un coup de tonnerre. Lycée Jean Moulin, terminale littéraire. Elle était là, toujours discrète, les cheveux tirés en queue de cheval, concentrée, brillante. Elle n'était pas populaire, elle n'avait pas besoin de l'être. Elle avait les notes, la rigueur et une solitude qu'il n'avait jamais vraiment comprise à l'époque. David, lui, c'était l'inverse. Arrogant, sûr de lui, aimé pour de mauvaises raisons, et pourtant, malgré leurs différences, un lien s'était formé. Subtil, inavoué, fragile, jusqu'à ce soir-là. Le bal de fin d'année, une maladresse, une blague de trop. Il s'était moqué d'elle, devant tout le monde. Elle avait quitté la salle en larmes, et lui avait continué à rire, sans se douter que cette fissure allait marquer leur histoire à jamais. Et maintenant, elle était juge, et lui, l'homme qu'elle devait juger. Le lendemain, dans le box des accusés, David sent son cœur tambouriner dans sa poitrine. Quand Élise entre dans la salle, il la reconnaît immédiatement. C'est elle, mais plus forte, plus droite. Son regard balaie la salle, s'arrête une seconde sur lui, aucune émotion, juste une muraille. Le greffier énonce les charges. Volume récidive. Risque de peine ferme. David reste silencieux. Elle aussi. Mais entre eux, le passé rugit. Il comprend que cette audience n'aura rien d'ordinaire. Ce procès est une confrontation, un miroir tendu, un test, et peut-être une seconde chance. Laissez un like si vous pensez que la justice peut aussi être humaine. David sort de la salle d'audience escorté par un agent. Son cœur bat fort. Pas à cause de la peur, non, à cause d'elle, Élise Garnier. Elle n'avait pas tremblé, pas souri, pas vacillé. Elle l'avait fixé un instant avant de détourner les yeux, comme si elle refusait de le reconnaître. Ou peut-être pire, comme si elle se souvenait parfaitement de lui, mais qu'il ne valait même pas un mot. Dans le couloir du palais de justice, David s'assoit sur un banc. Il tente de reprendre son souffle, mais c'est son passé qui l'étouffe. Il se revoit, 18 ans à peine, riant avec ses amis, lançant cette remarque cruelle lors du bal. Une moquerie stupide, une phrase lancée pour faire rire la foule. Il ne savait pas à l'époque que ce moment allait s'imprimer si profondément dans la mémoire d'une autre. Et aujourd'hui, cet autre avait le pouvoir de le condamner. Il pense à fuir, à refuser de revenir au tribunal. Mais il sait que c'est inutile. Et au fond, ce n'est pas la prison qu'il redoute. C'est son regard. C'est ce qu'elle pense de lui. C'est l'image qu'il a laissée dans ses souvenirs. Il veut s'excuser. Mais comment demander pardon pour 20 ans de silence ? Pour avoir changé si lentement, si tard ? Il ne veut pas de pitié, il veut une chance d'expliquer, de dire qu'il n'est plus celui qu'il était. Mais la voix dans sa tête est plus forte. Elle répète « Elle ne te croira pas ». Et si cette juge, ce fantôme du passé, était là pour solder les comptes ? Et si pour elle, ce procès était plus personnel qu'il ne l'imaginait ? David doute, hésite, rejette l'idée de parler. Il se referme. Le jour suivant approche. Le procès continue, mais pour l'instant, le héros refuse encore l'appel. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui mérite d'être entendu. David était ramené dans une petite cellule en attendant la reprise du procès. Le béton suinte l'humidité,
L'air est figé. Il s'assied dans un coin, recroquevillé sur lui-même, le regard vide. La porte grince. Un homme entre, costume froissé, sac en cuir usé, lunettes épaisses. « Monsieur Morel, je suis Michel Berthier, avocat retraité. Je fais du bénévolat ici, pour les prévenus sans défense. On m'a demandé si je voulais jeter un œil à votre dossier ?» David lève à peine les yeux, il a cessé de croire au bon samaritain depuis longtemps. « Je ne veux pas d'avocat, pas besoin. » Michel ne répond pas tout de suite, il sort calmement une fiche. « Vous avez étudié le droit à Lyon de... mention bien. Major de promo ?» Il sourit doucement. « Un homme comme vous n'arrive pas ici par hasard. » David fronce les sourcils. Ce vieil homme vient de percer ce qu'il cache depuis des années. Michel s'approche. « Vous pensez que tout est écrit ? Que cette juge va vous écraser parce qu'elle vous connaît, parce qu'elle se souvient. Mais vous oubliez une chose. Ce n'est pas vous, le jeune homme du bal de promo, c'est un souvenir. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est vous qui devez le montrer. » David détourne le regard, la honte l'envahit. « Je n'ai rien à offrir, rien à dire. » Michel pose une main sur la grille. « Si vous restez silencieux, vous la laissez écrire votre histoire à votre place. Et je vous le dis franchement, peu importe ce qu'elle pense de vous, ce procès, c'est votre dernière chance de reprendre la plume. » Un long silence. Quelque chose se fissure en David, une résistance, une peur. Pour la première fois, il envisage l'impensable, parler, dire sa vérité, même si elle ne le croit pas. Michel se lève, prêt à partir. « Demain, vous aurez 10 minutes. 10 minutes pour qu'elle voie l'homme que vous êtes devenu, pas celui qu'elle a connu. » La porte se referme, David reste seul. Mais pour la première fois, plus tout à fait perdu. Commentez si vous aussi vous avez croisé une personne du passé au moment où vous vous y attendiez le moins. Le lendemain matin, David était réveillé tôt. Le surveillant lui tend une chemise propre, froissée, trop grande mais propre. Il la prend sans mot dire. Dans le miroir fendu de la cellule, il aperçoit son reflet. Barbe mal taillée, cernes creusées, mais dans le regard, une lueur, fragile, nouvelle. Au tribunal, l'atmosphère est tendue, la salle est presque vide. Une avocate débutante s'assoit timidement au premier rang. Quelques curieux dans le fond, et elle, Élise Garnier. Robe noire impeccable, port droit, expression de marbre, mais ses doigts jouent nerveusement avec le coin d'un dossier. Elle aussi est troublée, mais elle le cache. Par principe, par fierté, par devoir. David est introduit dans le box. Il garde la tête haute cette fois, il croise son regard. Rien ne se dit. Mais un mur invisible tremble légèrement. Le greffier lit les faits. Tentative de vol, récidive, comportement calme à l'arrestation. Pas d'avocat. La juge relève la tête. Monsieur Morel, vous reconnaissez les faits ? David hoche la tête. Oui, madame la juge, mais j'aimerais m'expliquer. Dans la salle, un frisson. Élise le fixe, surprise. Elle hésite un instant, puis acquiesce. Il inspire, lentement. Je ne suis pas ici pour qu'on me plaigne, ni pour qu'on oublie, mais juste pour qu'on comprenne. Je n'ai pas toujours vécu dehors. J'ai étudié le droit. Comme vous, j'étais plein d'ambition. Mais la vie m'a démonté pièce par pièce. Un accident, une erreur, une chute, puis la rue et la honte. Il marque une pause. Vous et moi, on se connaît. Je me souviens de vous, de ce que je vous ai dit, de ce que j'ai fait. J'ai été lâche et blessant, et je n'ai jamais eu le courage de vous dire pardon. Un silence glacé s'abat sur la pièce. Même le greffier cesse d'écrire. David continue, la voix tremblante. Je ne cherche pas à échapper à quoi que ce soit. Je veux juste que vous sachiez que je ne suis plus ce garçon-là. Je ne sais pas si j'ai changé mais j'essaie. Chaque jour. Élise baisse les yeux. Une seconde. Un battement de cœur, puis elle relève la tête, impassible. La cour prend note. Nous suspendons l'audience. Reprise dans 1 heure. Coup de marteau. David quitte la salle, mais il le sait. Il vient de franchir un seuil. Il n'est plus l'accusé silencieux. Il est un homme qui a osé affronter son passé, droit dans les yeux. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos histoires vraies et bouleversantes. 1 heure plus tard, la salle d'audience est un peu remplie. Rien d'exceptionnel. Quelques jeunes étudiants en droit venus observer, 2 journalistes locaux et un homme élégant assis au fond. Mais l'atmosphère a changé. Elle est devenue plus électrique. David entre à nouveau dans le box.
Cette fois, il tient la tête droite. Pas par défi, mais par respect. Il n'a rien à cacher. Élise Garnier fait son retour. Même démarche, même tenue. Mais ses yeux ont changé. Elle n'est plus seulement juge, elle est humaine, même si elle lutte pour ne rien laisser paraître. Elle commence à poser des questions, pas des accusations, pas des automatismes juridiques, des vraies questions. Pourquoi avoir quitté vos études? Quand avez-vous perdu le contact avec votre frère? Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit au bal de fin d'année? David répond. Sans détour, il parle de la mort de ses parents, de l'errance, de la solitude. Il parle aussi de la honte, de ce moment précis où il s'est vu devenir l'homme qu'il avait toujours juré de ne jamais devenir. Un murmure parcourt la salle, les mots touchent, parce qu'ils sonnent juste. Même le greffier, d'habitude indifférent, ralentit ses frappes. Mais tout le monde n'est pas ému. Le procureur, un homme sec et méthodique, prend la parole. Il ne croit pas au remords tardif. Il brandit le casier judiciaire de David. Volume dégradation, ivresse publique, récidive. Monsieur Morel est peut-être éloquent, mais c'est aussi un homme que la société a déjà jugé plusieurs fois. Peut-on vraiment lui faire confiance? David reste muet. Il comprend. Il ne peut pas effacer ses erreurs. Mais c'est alors qu'une voix inattendue s'élève depuis les bancs du public. Ce qu'il dit est vrai. Tout le monde se retourne. C'est Michel, le vieil avocat bénévole. Il s'approche calmement. Je connais ses regards, j'en ai vu des centaines, mais lui, il n'a plus rien à perdre. Et pourtant, il dit la vérité. La juge hésite. Un instant, puis elle ordonne une pause exceptionnelle. Elle veut du recul, du silence, du temps pour réfléchir. David quitte la salle une troisième fois. Il n'a rien gagné, rien obtenu. Mais pour la première fois, il n'est plus seul. Le palais de justice s'est vidé. Il ne reste que les échos des pas sur le marbre froid, les portes qui grincent et l'odeur du café tiède dans les couloirs. Élise Garnier se tient debout, seule, dans son bureau austère. Devant elle, un dossier. Nom, David Morel. Âge, 38 ans. Profession, sang. Statut, récidiviste. Passé, effacé par la misère. Mais elle ne regarde pas le dossier. Elle regarde une vieille photo glissée entre deux feuilles, une photo de classe. Lycée Jean Moulin, terminale littéraire. Troisième rang, au centre, elle, Élise, tirée à 4 épingles, droite comme une flèche. À sa droite, un garçon qui sourit, l'air insolent. David. Elle ne l'avait pas revu depuis des années, mais en le revoyant dans ce box, tout est remonté. Le bal, les moqueries, mais aussi les souvenirs flous qu'elle avait enfouis, ce jour où il l'avait défendu face à un professeur injuste, ce moment discret où il lui avait glissé un livre sur la jurisprudence avant un examen. Ces regards qu'elle n'osait jamais soutenir. Étaient-ils cruels ou juste un adolescent perdu, trop fier pour tendre la main? Elle ne sait plus. Elle doute. Elle ouvre un tiroir. À l'intérieur, un vieux courrier jauni, jamais envoyé, écrit de sa main. Une lettre de remerciement. Elle l'avait rédigée après avoir été acceptée à Sciences Po, justement parce qu'un camarade, lui avait prêté ses notes pendant une grippe, quelques jours avant les examens. Elle ne l'avait jamais osé poster. Trop de rancune, trop de confusion. Aujourd'hui, cette lettre lui revient comme un coup au cœur. Et elle comprend que ce procès n'est pas seulement celui de David, c'est aussi le sien. Celui d'une femme qui a construit sa force sur un souvenir brisé, qui a choisi la rigueur pour ne plus jamais être faible, mais qui aujourd'hui se rend compte que la justice n'est pas toujours dans le code, elle est aussi dans les silences, dans les regrets, dans ce qu'on n'a jamais osé affronter. Elle referme le dossier, prend une inspiration, puis elle se lève. Demain, elle rendra son verdict. Mais ce ne sera pas une vengeance habillée en justice. Ce sera une décision fondée sur ce qu'il est devenu, pas sur ce qu'il a été. Le matin est tombé sur Lyon, gris et silencieux. David entre une dernière fois dans la salle d'audience. Il ne tremble pas. Il ne sait pas ce que la juge va décider. Il ne sait même pas s'il en a encore peur. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a dit la vérité. Pour une fois, entièrement, sans masque. Et que cette vérité, elle seule peut en faire quelque chose. Élise entre à son tour, aussi droite qu'un juge peut l'être, mais son visage a changé. Moins figé, plus humain. Elle s'installe, feuillette lentement le dossier comme pour laisser planer le suspense, puis elle lève les yeux vers lui. Et elle commence à parler. « Monsieur Morel,
Vous êtes ici pour une affaire simple en apparence, un vol de manteau. Mais rien n'est jamais aussi simple. Elle marque une pause. Sa voix reste calme, maîtrisée. Mais dans chaque mot, il sent une tension émotionnelle, intime. Vous avez un passé, un lourd passé, et une suite d'erreurs qui auraient ainsi pu suffire à faire de vous un récidiviste irréparable. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu dans cette salle. Elle se penche légèrement vers lui. Ce que j'ai vu, c'est un homme brisé, mais debout, qui n'a pas demandé l'oubli, ni le pardon, juste d'être regardé en face, et je vous ai regardé. Le silence est total, pas un souffle, pas un mouvement. Même les murs semblent retenir leur respiration, puis Élise continue, sa voix devient plus personnelle. Nous avons un passé commun, et ce passé a laissé des traces. Ce que vous avez dit hier, je ne l'ai pas oublié, et je crois que vous non plus. David baisse les yeux, il sent sa gorge se nouer, mais elle poursuit. Je ne suis pas ici pour rejuger un bal de lycée, ni pour solder des comptes d'enfance, je suis ici pour rendre justice. Et la justice ne punit pas les blessures, elle punit les fautes. Une brève pause. Vous avez commis une faute, mais vous avez aussi tendu la main. Ce tribunal a décidé de ne pas frapper plus fort, mais de vous tendre une main à vous aussi. Elle prend le document posé devant elle. Condamnation avec sursis, accompagnement social obligatoire, réinsertion par le travail dans une structure dédiée aux anciens détenus. Pas de prison, mais pas d'échappatoire non plus. Elle le regarde dans les yeux. À vous de prouver, à partir d'aujourd'hui, que cette chance n'est pas un cadeau, mais une responsabilité. Un frisson traverse David. Il ferme les yeux, ce n'est pas un verdict, c'est une renaissance, une gifle douce, une justice réelle. La salle reste figée quelques instants, puis le marteau tombe, affaire suivante. Mais pour David, il n'y aura plus d'affaire suivante. Il vient de passer l'épreuve ultime, celle de la vérité, celle du pardon, et surtout, celle de soi-même. Quand David quitte le tribunal ce jour-là, il n'y a pas de caméra, pas d'applaudissements. Juste un souffle d'air frais qui passe entre les colonnes et le ciel gris de Lyon qui s'éclaircit timidement. Il descend les marches lentement, comme s'il découvrait pour la première fois le monde qui l'attend en bas. Son sac à dos est toujours aussi vide. Mais il porte quelque chose de nouveau, une décision. Dans sa poche, une adresse griffonnée à la main par Michel, le vieil avocat bénévole, centre de réinsertion sociale, rue de Landine, 3e étage, demandez Claire. David s'y rend le jour même. Il n'a pas dormi. Il n'a pas faim, mais il marche avec une étrange énergie, comme si ses jambes se souvenaient qu'elles avaient été faites pour avancer. Le centre est modeste. Quelques bureaux, des salles communes, un accueil chaleureux mais sans illusion. Claire, une assistante sociale au franc-parler, l'accueille sans jugement. Si tu veux juste cocher les cases pour faire plaisir au juge, va-t'en. Mais si tu veux reconstruire même lentement, alors on est là. David hoche la tête. Et il reste. Les premières semaines sont rudes. Il faut se lever tôt, participer à des ateliers, parler à d'autres cabossés de la vie. Mais il s'accroche. Peu à peu, quelque chose renaît. Il reprend goût à la lecture, puis il propose d'aider dans les démarches administratives pour les autres. On découvre qu'il a encore de solides bases juridiques. Mieux, il explique avec clarté, il vulgarise, il rassure. Claire lui propose un contrat d'engagement en tant qu'animateur d'atelier, rémunéré, modeste mais digne. Un soir, seul dans sa chambre du centre, il trouve un miroir fissuré dans le placard. Il se regarde et pour la première fois depuis des années, il ne détourne pas les yeux. Il pense à Élise, à ce regard qu'elle lui a offert sans haine, mais sans complaisance non plus. Il repense à cette phrase « Ce n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité ». Alors il s'y engage, il s'inscrit à une formation d'éducateur spécialisé, puis propose à Claire de créer un programme de sensibilisation pour les jeunes délinquants. Un jour, une classe de lycéens vient visiter le centre. David prend la parole, il parle sans notes, il raconte sans détour, il dit « Je suis tombé bas, mais tant qu'on vous regarde encore comme un être humain, vous avez une chance, même si ce regard vient de la personne que vous avez le plus blessée. » Dans le fond de la salle, un jeune garçon le fixe intensément. Puis, timidement, il l'applaudit. David sourit. C'est ça, la récompense. Pas un prix. Pas l'oubli du passé, mais le droit de transmettre, à nouveau, et cette fois, sans se cacher. 3 mois ont passé, Lyon s'éveille dans la lumière douce du printemps, les arbres reverdissent, les terrasses se remplissent, la ville bourdonne à nouveau. Et au cœur de ce mouvement, David Morel marche d'un pas différent, toujours discret,
toujours humble, mais debout, et surtout reconnu. Il a quitté le centre de réinsertion, non pas pour fuir, mais pour laisser sa place à d'autres. Aujourd'hui, il vit dans un petit studio prêté par une association. Il paie son loyer avec son travail d'intervenant social, rien de luxueux. Mais il l'appelle chez lui. Chaque jour, il retourne dans ce même centre, non plus comme un bénéficiaire, mais comme un accompagnant. Il aide les nouveaux arrivants à faire leur CV, à comprendre leurs droits, à oser croire qu'un avenir existe encore. Et tous l'écoutent, parce qu'il parle vrai, parce qu'il a connu le froid du trottoir, l'humiliation, l'oubli, et qu'il a traversé ça sans costume, sans miracle, juste avec sa vérité. Un jour, Claire lui glisse. « Tu sais que la juge Garnier a demandé de tes nouvelles ?» David reste silencieux. Elle t'a vu intervenir dans un reportage local. Elle a dit que c'était inspirant. Il hoche la tête, on sent sourire. Mais au fond de lui, un nœud se défait. Elle l'a vu. Encore une fois, et peut-être cette fois, comme il est vraiment. Quelques jours plus tard, il reçoit une invitation officielle, conférence annuelle sur la justice sociale et la réinsertion. Thème, jugé trop vite, parrainé par le ministère de la Justice. Présidé par Madame la juge Élise Garnier. David hésite, longtemps. Il tourne l'enveloppe entre ses doigts, relit les mots. Il pourrait refuser, prétexter l'humilité ou la peur, mais il sait que ce moment n'est pas pour lui. C'est pour ceux qu'on juge sans écouter. Il accepte. Le jour de la conférence, la salle est pleine. Des magistrats, des avocats, des élèves en droit, des responsables associatifs. Et au premier rang, Élise Garnier, droite, attentive. David monte sur scène. Il ajuste le micro. Ses mains tremblent un peu. Mais sa voix, non. Mon nom est David Morel. Et il y a encore quelques mois, j'étais un numéro de dossier. Un nom sur une fiche. Un regard évité dans la rue. Il marque une pause. Cherche le regard d'Élise. Elle le soutient calmement. Et puis quelqu'un a choisi de m'écouter, pas de me pardonner, mais de me regarder, pour de vrai, et ça a suffi pour que je décide de changer. L'auditoire est suspendu à ces mots. La justice, ce n'est pas seulement condamner, c'est parfois oser croire qu'un être humain peut se relever, et qu'il vaut mieux tendre la main que tourner la tête. À la fin, les applaudissements fusent, spontanés, sincères. Élise se lève, et dans un geste discret mais puissant, elle s'incline légèrement vers lui, pas comme une juge, mais comme une égale. Le chemin du retour n'était pas un retour en arrière, c'était un retour vers soi-même. Et David, cet homme que tout le monde avait rayé, venait de retrouver sa place dans le monde. Le lendemain de la conférence, David s'est réveillé tôt, non pas par angoisse, mais par envie. Il a ouvert les volets de son petit studio, laissé entrer la lumière et respiré profondément. Pour la première fois depuis des années, il ne s'est pas levé par obligation, mais par conviction. La veille, en montant sur cette scène, il avait eu l'impression de franchir un dernier mur invisible, celui qu'il s'était lui-même construit, un mur de honte, de regret, de souvenirs figés dans le ciment du passé. Et en une poignée de mots, en une poignée de regards échangés avec Élise Garnier, ce mur s'est effondré. Il n'a pas reçu de médaille, pas de grand titre, mais dans les heures qui ont suivi la conférence, les messages vont affluer. Des éducateurs, des magistrats, des maires, des jeunes en rupture, qui se sont reconnus dans ces mots. Un garçon de 17 ans lui a écrit « Je croyais que j'étais foutu. Vous m'avez montré que c'est peut-être juste le début. » Et c'est là, à cet instant, que David a compris. Il n'est plus un survivant. Il est devenu un guide. Pas un modèle, pas un héros, mais une preuve vivante que l'on peut traverser le pire et en sortir digne. Il retourne régulièrement dans les tribunaux, pas en tant qu'accusé, mais comme médiateur bénévole dans des programmes de justice restaurative. Il écoute des jeunes qui ont volé, blessé, fui l'école, fracassé leur avenir. Il ne les sermonne jamais, il écoute. Puis il raconte son histoire, juste une fois, et souvent dans leurs yeux, il voit ce qu'il a vu jadis dans un miroir fendu, la peur de disparaître. Et il leur répond toujours de la même façon. « Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin qu'un regard croise le tien, sans jugement. Le reste, c'est toi qui dois le construire. » Un jour, il reçoit une lettre, écrite à la main sur du papier à en-tête de la cour d'appel. C'est Élise, quelques lignes sobres, presque froides, mais d'une justesse bouleversante. « Monsieur Morel, je vous remercie d'avoir transformé ce procès en leçon d'humanité. Vous m'avez rappelé pourquoi j'ai choisi de servir la justice, et non de la manier. Continuez. Élise Garnier. »
David reste longtemps immobile, la lettre en main, puis il la range dans un tiroir, au fond de son bureau, aux côtés d'un vieux journal plié et d'une photo de classe abîmée par le temps. Cette photo, il l'a longtemps haïe. Aujourd'hui, elle lui rappelle le point de départ. Le jeune homme arrogant, la jeune fille blessée, et tout ce qu'ils sont devenus. Ce n'est pas une fin, c'est une renaissance, pas dans les lumières du succès, mais dans la clarté de l'humilité. David Morel, l'ex-prévenu, l'ancien sans-abri, n'a rien effacé de son passé. Il a appris à le regarder sans trembler et à le transformer en chemin d'espoir pour ceux qu'on oublie trop vite. Un an jour pour jour après le procès, David marche sur le trottoir qui borde l'ancien lycée Jean Moulin. Il s'est habillé sobrement, chemise claire, veste foncée, cartable en bandoulière. Il passe devant le portail rouillé, reconnaît le vieux platane, le mur aux initiales gravées. Tout est là, inchangé. Mais lui n'est plus le même. Il aura été invité par le proviseur pour intervenir auprès d'une classe de terminale dans le cadre d'un atelier sur la citoyenneté et la justice. À l'instant où il franchit la grille, il a l'impression de traverser un miroir. Le gamin insolent qu'il était autrefois aurait ri, mais l'homme qu'il est devenu avance avec calme. Dans la salle, une trentaine d'adolescents rient, chahutent, s'agitent, jusqu'à ce qu'il entre. Silence. Il n'est pas un prof, il n'a pas l'uniforme, pas le ton académique, mais son regard parle plus fort que n'importe quelle autorité. Il se présente brièvement, puis sans détour, raconte son histoire. J'ai été étudiant en droit, puis sans abri, puis prévenu, puis aidé, puis debout. Les mots sont simples, précis, jamais larmoyants. Il parle d'erreurs, de colère, de honte, mais surtout de choix, des petits choix, quotidiens, invisibles, ceux qui, cumulés, finissent par faire tomber les murs. À la fin, une main se lève au fond. « Monsieur, vous avez eu une seconde chance, mais vous pensez qu'on en a tous une ?» David fixe le jeune garçon. Il voit dans ses yeux la même inquiétude qu'il portait autrefois. Il répond posément. « Non, tout le monde n'a pas une seconde chance, mais tout le monde peut en devenir une pour quelqu'un d'autre. » Silence. Puis un murmure d'approbation, des regards changés, pas convertis, mais bousculés. Il leur laisse son contact. Reparto. Traverse la cour comme un survivant revenu transmettre un feu. Et cette flamme, il ne la garde plus pour lui. Quelques mois plus tard, David lance un programme pilote, Juste mots, des ateliers de parole entre anciens détenus, juges et étudiants en droit. L'objectif est simple, créer un espace où la justice n'est plus verticale, mais humaine. Le projet fait parler, des articles dans la presse, des demandes de conférences. Mais David reste fidèle à son rôle, celui qui relie, pas celui qui brille. Un jour, alors qu'il anime un atelier, Élise Garnier entre dans la salle. Elle s'installe au fond, discrète, ne dit rien, ne prend pas la parole. Mais à la fin, elle s'approche de lui et lui tend un dossier. Une proposition. Officielle cette fois, un poste de médiateur référent dans un programme d'État. Tu auras les moyens et l'indépendance. Il la regarde, ému. Pas pour la proposition, pour le regard. Ce regard d'égal. Ce regard qui autrefois jugeait et qui aujourd'hui reconnaît. Ce jour-là, en rentrant chez lui, David s'arrête devant un sans-abri, assis au pied d'un mur. Il s'assoit à ses côtés. Il ne parle pas tout de suite. Puis David dit simplement « T'as pas besoin qu'on te sauve, juste qu'on t'écoute. Et moi, j'ai le temps. » C'est ça l'élixir. Pas un pouvoir, pas une revanche. Un cœur réparé et tendu vers les autres. David Morel n'est pas devenu un héros. Il est devenu un témoin, un repère pour ceux qui cherchent la lumière dans l'obscurité. Et dans ce monde trop rapide, trop tranchant, trop prompt à condamner, il est la preuve qu'on peut être tombé. Et pourtant, offrir une main,